Sous un vieux chêne étrange, la recherche a commencé. En 1795, 3 garçons ont trouvé une fosse profonde, construite des siècles avant. Ils étaient convaincus qu'il contenait quelque chose de grande valeur. Les indices découverts étaient tellement tentants qu'ils décidèrent de creuser. Deux siècles plus tard, la recherche continue. Le trésor enterré de l'île d'Oak Island. Une légende locale dit que le mystérieux trésor ne sera trouvé que lorsque 7 vies seront perdues. Le puits au trésor en a déjà réclamé 6. Cette série présente des informations basées sur de la théorie et de la conjecture. Le but du producteur est de suggérer quelques explications possibles, mais pas nécessairement les seules, aux mystères que nous examinerons. L'un des trésors les plus élaborés au monde, où des recherches sont actuellement en cours sur l'île d'Oak Island, au large de la côte est du Canada. Dans les années 1600, les eaux de Nouvelle-Écosse étaient un refuge pour les pirates afin d'échapper aux poursuites britanniques et espagnoles. La plupart des chercheurs ont supposé que le brillant boucanier, capitaine Kidd, avait choisi l'île d'Oak Island pour cacher un inestimable trésor. D'autres s'attendaient à trouver de l'or espagnol pillé au Mexique et en Amérique du Sud. Pourtant, d'autres croient que les bijoux de la couronne perdue de Marie-Antoinette avaient été enterrés là. Dès 1720, des lumières étranges avaient été vues la nuit sur la côte de l'île. Et 2 pêcheurs sortis pour enquêter ont disparu. Donc pendant près d'un siècle, tout le monde a gardé ses distances avec l'île inhabitée. Les agriculteurs du continent l'ont considéré comme tabou. Enfin, en 1795, 3 garçons fermiers courageux se sont lancés dans l'aventure, ce qui a relancé les recherches. Daniel McGuinness, le leader, tous âgé de 18 ans, était plus fasciné qu'effrayé par le spectre du danger. Il a convaincu ses 2 meilleurs amis de venir et voir quelque chose d'étrange qu'il avait découvert la veille. Un matin d'octobre, l'île avait l'air amicale, presque invitante. Daniel les a emmenés vers un grand vieux chêne. Au-dessus d'une nette dépression dans le sol, il atteignit une curieuse branche nue qui avait été sciée il y a longtemps. La branche avait évidemment été utilisée pour soulever quelque chose de très lourd. Ce doit être un trésor pirate. Ils avaient prévu de l'avoir récupéré et d'être rentrés à la maison pour le déjeuner. Mais ils sont tombés sur de la pierre plate disposée en un motif circulaire, fait de roches non trouvées sur l'île. C'était le premier des nombreux déroutants obstacles à leur recherche. 10 pieds plus bas, ils ont frappé ce qui ressemblait à du bois d'un coffre au trésor. Mais c'était au lieu de cela, une plateforme de très vieilles bûches serrées dans le puits scellé avec le mastic du navire. Ils ont également remarqué des marques de pioches sur les parois en argile dure. Il était clair qu'ils étaient en train de réexcaver un très ancien puits. Ils faisaient attention à être rentrés avant la tombée de la nuit.
Quelques jours plus tard, ils atteignirent 20 pieds de profondeur et tombèrent sur une autre plateforme en rondin. Il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent le savoir. Mais ce bois a depuis été daté au carbone, l'ère de la conquête espagnole. Quelques semaines plus tard, encore une autre couche à 30 pieds et l'hiver arrivait. Avec seulement des pioches et des pelles, les garçons avaient creusé autant que possible, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Ils ont convaincu leurs voisins que ce qu'ils avaient trouvé pouvait les rendre tous riches. Dans les années suivantes, un médecin nommé Simeon Lins a collecté suffisamment d'argent pour une fouille majeure. Tous les 10 pieds, ils frappèrent d'autres plateformes en rondins avec des couches de charbon de bois et de mastic de navire, jusqu'à 90 pieds. S'il y avait un trésor, il avait été enterré non seulement profondément, mais ingénieusement. Il était tard un jour, quand ils ont trouvé l'indice le plus étrange de tous. Ils ont senti qu'ils étaient sur quelque chose d'important. Mais les lettres n'étaient comme aucune qu'ils n'avaient jamais vue. Était-ce un signe qu'ils étaient proches du trésor? Ou un avertissement? Ils ont travaillé très tard ce soir-là. Et finalement, en sondant à 98 pieds, ils entendirent le son bienvenu d'une grande cavité creuse. La nuit força l'arrêt. En revenant à l'aube, ils s'attendaient pleinement à être récompensés pour ce qui était devenu 8 années de dur labeur. Leurs attentes allaient cependant être déjouées par un piège diabolique qui les attendait au fond du puits. « 30 pieds en bas, Guinness était tombé dans l'eau. Au moins 60 pieds d'eau avaient rempli le puits pendant la nuit. Le trésor qu'ils avaient presque touché semblait maintenant aussi loin que la lune. Pourtant, un demi-siècle plus tard, l'inscription sur la pierre serait décodée pour la lire. 40 pieds plus bas, 2 millions de livres sont enterrés. Cette promesse de richesse inspira le groupe de recherche suivant. Lorsque le pompage ne parvint pas à abaisser le niveau de l'eau, ils envoyèrent des foreuses de test. Les échantillons provenant de la foreuse indiquèrent la présence de 2 grands coffres enfermés dans du ciment. Les hommes à la surface pouvaient entendre du métal en vrac s'entrechoquer à l'intérieur des coffres. Et alors, un petit fragment est apparu. L'ingénieur a écrit dans son rapport 3 maillons en or ressemblant à une ancienne chaîne de montre. Pour la première fois, voici la preuve de richesse fabuleuse. En 1850, un autre groupe de recherche a remarqué que l'eau dans le puits au trésor montait et descendait au rythme des marées. Explorant la baie de Smith voisine, ils découvrirent des canaux de drainage bordés de pierres menant vers la côte. Et encore plus bizarre, des tonnes de fibres de coque de noix de coco étalées comme une couverture sous toute la plage. Cette éponge artificielle permettait à l'eau de l'océan de s'écouler dans les canaux. Sauf que le cocotier le plus proche était à 2000 milles de là. Leur espoir de bloquer l'eau s'est évaporé dès la première tentative.
Frederick Blair, un vendeur d'assurance de Nouvelle-Écosse, a formé un autre groupe de recherche en 1893. Leurs pires soupçons ont été confirmés. Ils ont découvert que les canaux de pierre menaient de la plage jusqu'au puits au trésor. Pas étonnant qu'ils ne puissent jamais le sécher. La dernière charge semblait avoir explosé à travers une cavité souterraine. Ils espéraient que cela aurait enfin arrêté l'écoulement de l'eau. Pour vérifier les résultats, ils ont versé du colorant concentré dans le puits au trésor, tout en gardant une surveillance étroite sur la rive. Le colorant est monté, mais à leur étonnement des deux côtés de l'île. Ils ont finalement réalisé que toute l'île avait été conçue pour inonder continuellement le puits au trésor. À la fin du 19e siècle, il est enregistré que 2 ouvriers étaient morts, et le puits au trésor, diaboliquement conçu, gardait toujours son secret. Le siècle suivant apporterait encore plus d'indices intrigants et de plus grandes tragédies. Depuis 300 ans, Oak Island a été un point focal de la cupidité et de la curiosité. Depuis que Daniel McGuinness a découvert le puits au trésor, des hommes ont dépensé plus de 2 millions de dollars à creuser pour trouver le trésor, sans succès. Peut-être aussi intrigante que le trésor lui-même est la question « Qui a pris des moyens aussi élaborés pour le dissimuler ?» Peut-être que Barbe Noire avait en tête l'île d'Oak Island, quand il se vantait « J'ai enterré mon trésor là où rien n'a que Satan, et moi-même pouvons le trouver. » Cependant, avant qu'il puisse le récupérer, il rencontra une mort prématurée. Tout ce que la fibre de noix de coco suggère, c'est l'Amérique du Sud. Une théorie soutient qu'un galion espagnol a navigué jusqu'à l'île d'Oak Island et a dû cacher une fortune en or mayan ou inca. D'autres croient que les bijoux perdus de la couronne de France ont été enterrés ici. Quand Marie-Antoinette a été guillotinée, on sait que sa dame de compagnie s'est échappée à travers l'Atlantique jusqu'en Nouvelle-Écosse. Un groupe de recherche en 1909 était convaincu de cette théorie. Parmi les chercheurs, un jeune avocat en vacances d'été, Franklin Delano Roosevelt. Des études récentes ont cependant prouvé que les bijoux n'ont jamais quitté la France. En 1937, Gilbert Hedden, un millionnaire du New Jersey, est arrivé avec ce qui semblait être une authentique carte au trésor. Dans un livre obscur appelé Captain Kidd et son île squelettique, il a trouvé une carte qui ressemblait curieusement à l'île d'Oak Island. Mais plus important, elle incluait des repères spécifiques et des mesures précises. Amos Noss a travaillé pour Hedden cette année-là. Il se souvient comment ils ont étudié la carte du capitaine Kidd et fouillé les broussailles au sud du puits au trésor. J'ai pris une pelle et je suis descendu, mon garçon. Il faisait chaud. Les mouches, les moustiques, tout ça. Mais de toute façon, j'y suis allé. Il m'a dit c'est dans environ 50 pieds. Où il pensait que c'était. Alors j'ai continué à essayer et essayer. Et enfin, j'ai frappé un rocher. 2 ou 3 rochers. J'ai continué avec la pioche et j'ai arraché le gazon, mis dans le bateau, probablement à 4 ou 5 pouces au-dessus de la pierre. J'ai trouvé l'objet, suivi un côté et j'ai su que j'avais trouvé quelque chose. Je suis arrivé au bout, je suis revenu de l'autre côté et j'avais ce qu'il cherchait. Noss avait découvert un grand triangle de pierre. George Bates faisait partie de l'équipe d'arpentage qui s'est précipitée sur l'île pour examiner cette découverte. Le triangle de pierre aurait-il une corrélation avec la carte du capitaine Kidd? Ils ont fait des relevés à partir de trous de forage, trouvés dans 2 gros rochers. Alors, ils ont pris des lectures exactes sur la carte qui utilisait l'ancien système anglais de perche.
18 ouest et par 7, est sur la roche 30 sud-ouest, les a emmenés précisément au triangle de pierre, alors 14 nord arbre. Le triangle pointait exactement plein nord vers le puits au trésor. Cela semblait confirmer que la carte du capitaine Kidd signifiait que le trésor était à proximité. Les événements ont pris un tournant bizarre. L'auteur du livre s'est présenté et a affirmé qu'il avait fabriqué la carte du capitaine Kidd. Essayait-il de cacher ses sources, ou la corrélation entre la carte et Oak Island est vraiment une incroyable coïncidence? Parce que si c'était le cas, le puits au trésor pourrait être une arnaque complète. Le journaliste de Montréal Darcy O'Connor est considéré comme le principal expert de l'énigme de Oak Island. J'ai vu la fibre de noix de coco qui a été déterrée. Les rapports du Smithsonian et par des botanistes indépendants affirment que c'est certainement de la fibre de noix de coco. J'ai vu les résultats de datation au carbone de Triton qui a démontré que c'est vieux de plusieurs 100 yens d'années. Ce n'est pas du bois glaciaire qu'ils ont trouvé dans le sol, que le métal qu'ils ont trouvé date d'avant 1750 et que ça vient profondément du sol. Donc il n'y a aucun moyen possible que ce soit un phénomène naturel ou une arnaque. Quelqu'un était là à un moment et je ne peux que supposer pour enterrer quelque chose de grande valeur. Mel Chappell, âgé de 92 ans, a acheté Oak Island en 1950, parce qu'il est également convaincu de l'existence du trésor. Il était intrigué par ce que son père avait découvert dans le puits au trésor en 1897. Eh bien, quand son forêt à ciseaux qu'ils utilisaient et a rencontré à environ 153 pieds, ce qui semblait être de la pierre ou du béton pour quelques pouces. Et en dessous du bois, et ils ont retiré le forêt à ciseaux pour mettre une tarière et forer à travers 5 pouces de bois. Les copeaux sont remontés, et quand ils ont retiré la tarière, la petite matière pelucheuse était sur la vis de la tarière. Et quand ils l'ont lavé, nettoyé et redressé, il s'est avéré que c'était ce morceau de parchemin. Mel Chappell a conservé ce fragment de parchemin, pas plus grand qu'1 centime. Clairement, il y a quelque chose d'écrit dessus. De tels indices ont maintenu la croyance en un trésor enterré. Et mon avis et son avis étaient qu'il y a une valeur immense, quelle qu'elle soit. En 1959, Chappell a loué les droits d'exploitation du trésor à Robert Restall et sa femme Mildred. Ils ont abandonné leur carrière de cascadeur de cirque pour déménager sur l'île, où Restall était convaincu qu'il trouverait le trésor et ferait fortune pour sa famille. Il n'avait pas de soutien riche et pas d'équipement élaboré. Mais son obsession l'a emporté, lui et ses 2 fils, à travers 6 années de labeur exténuant. Restall et son fils aîné travaillaient toute la journée et parlaient de pirates toute la nuit. Ils sont devenus obsédés, fascinés par la perspective du trésor. Madame Restall se souvient de leur vie isolée. Eh bien, vous deviez tirer votre eau d'un étang. Et bien sûr, pas d'électricité, pas de radio, pas de télévision. Nous avions des lampes à acétylène. Et nous avions un poêle à gaz pour cuisiner. Et c'est tout. Je pense que j'étais plus proche de mes garçons à cause de notre isolement. À ce moment-là, j'aurais préféré vivre sur le continent, pas mère et fils. Nous sommes tous devenus amis les uns des autres. Le 17 août 1965, une vieille pompe drainait un puits de 27 pieds. Personne ne le sait avec certitude, mais le mortel monoxyde de carbone a dû entrer dans le puits. Robert Restall commençait sa descente quand il est soudainement devenu étourdi. Bobby pensait que son père avait souffert d'une crise cardiaque et s'est précipité pour le sauver. 2 autres ouvriers n'ont pas réalisé ce qui n'allait pas et sont aussi tombés. Le rapport d'autopsie dit « mort en se noyant ». Mildred Restall vit maintenant seule, toujours en vue de Oak Island.
À ce moment-là, j'étais dans la cabane, je sais que c'était après le déjeuner, j'attendais que mon mari arrive d'un moment à l'autre. Et Rick est rentré à la maison, il est revenu à la cabane. Il est passé devant moi et est allé dans sa propre cabane, celle qu'il partageait avec son frère. Et j'ai pensé que c'était plutôt étrange. Pourquoi faisait-il ça? Pourquoi ne venait-il pas à l'intérieur et me dire que mon mari serait là bientôt ou quelque chose? Et j'ai attendu quelques minutes puis je suis partie et je suis descendue, mais à ce moment-là tout était fini. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que mon mari et mon fils ainsi que 2 autres hommes étaient morts. J'ai l'impression qu'il pensait, du moins à ce moment-là, qu'il était assez près, mais ce qu'il pensait et ce que c'était, je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit, et je ne lui ai pas demandé. Trois jours après la tragédie des Restall, un conglomérat minier de Californie est arrivé. Le nombre de morts avait atteint 6. Ignorant la légende locale selon laquelle un autre doit mourir, cette entreprise et ses successeurs continuent les recherches. Après 300 ans, le secret de l'île d'Oak Island a échappé à toutes les ressources des technologies modernes. Mais les chasseurs au trésor persistent. L'entreprise actuelle a creusé jusqu'à 230 pieds et est prête à dépenser 3 millions de dollars et creuser toute l'île si nécessaire. Que ce soit un seul homme avec une pioche et une pelle, ou une société géante avec la dynamite et bulldozer, une obsession inlassable a attiré les chasseurs de trésors vers l'île d'Oak Island. Celui qui a conçu et réalisé le machiavélique puits au trésor a, jusqu'à présent, réussi à les déjouer tous.